Donc, on commence notre chapitre de la transformation de mouvement avec VisiCrew. Et donc, VisiCrew, comment on va utiliser le VisiCrew pour transformer de mouvement. La transformation de mouvement, on dit déjà que c'est le changement de la nature de mouvement. Par exemple, si on a à l'entrée un mouvement de rotation, on aura à la sortie un mouvement de translation. Donc, voilà des exemples de l'utilisation du VisiCrew pour la transformation. On va voir tout ça en détail. Voilà. Donc, on va étudier un système étau de perceuse. Donc, voilà les taux de perceuse. Ils sont au dessin d'ensemble, le fonctionnement. Ils permettent de fixer une pièce en vue de réaliser une opération de perçage. Donc, la rotation de la vis de manœuvre. Voilà la vis de manœuvre 2. Assure par le bras 1. Donc, le bras 1, c'est lui qu'on fait tourner pour obtenir la rotation de la vis de manœuvre, provoque la translation des morts mobiles 5, le mort mobile 5, pour obtenir le serrage ou bien le desserrage de la pièce entre les deux morts. Le premier il est mobile et le deuxième il est fixe. C'est bien. Donc on va étudier les classes d'équivalence et les liaisons entre ces pièces et ces classes d'équivalence afin de comprendre comment on a utilisé un vis et écrou dans ce système pour transformer de mouvements. Donc voilà notre dessin d'ensemble, les différentes pièces. Et voilà la vue d'ensemble vue de face. Cette vue est de gauche. Ça, c'est une vue de 4, geste de 4 selon la flèche F. Donc, on voit dans cette direction que la pièce 4. Que la pièce 4. Ici, on a dessiné toutes les pièces selon cette coupe AA. Donc, c'est une coupe AA gauche, ou bien vue de gauche en coupe AA. Mais on a élevé la vis 2. Donc, la vis n'est pas représentée dans ce dessin. Donc, on passe aux première classe d'équivalence. Donc, toujours, on commence par les éléments qui sont fixes avec, par exemple, son support. Donc, le battu ou bien le corps ou bien le support de la pièce. Donc, vous voyez bien ici que cette pièce est le support de notre étau sur la perceuse. Parce que cet étau, elle sera fixée sur une perceuse afin de réaliser l'opération de desserrage et de desserrage de la pièce à usiner. Donc voilà notre première classe d'équivalence, cette pièce. Donc son repère par exemple c'est 10 et on cherche toutes les pièces qui sont en liaison fixe avec 10. Donc comme d'habitude on va colorer notre classe d'équivalence, le voilà. Donc 10 il est fixe premièrement avec le mort fixe 11 par l'intermédiaire d'un vis qui n'est pas représenté. On a juste dessiné l'axe de cette vis qui réalise la liaison fixe entre 10 et 11. Donc voilà, donc 10, 11, 12 dans notre classe d'équivalence. Ensuite, cette plaque de serrage 9 est montée avec 10 vis de fixation avec le mort fixe. Donc, c'est la même classe d'équivalence. Ensuite, la pièce 8, voilà la pièce 8. C'est une pièce qu'on a utilisée pour permettre ou bien obtenir le guidage des morts fixes. Ensuite, la pièce 3, voilà 3. 3, il est fixe avec 10. C'est bon. Pour la deuxième classe d'équivalence, c'est la partie jaune ou bien la vis de manœuvre. Donc la vis de manœuvre, vous voyez bien que la vis de manœuvre constitue lui-même une classe d'équivalence. Et on va étudier la liaison qui est entre 2 et la classe d'équivalence en orange. Vous voyez bien ici qu'il y a une liaison qu'on l'appelle hélicoïdale. Pourquoi hélicoïdale? Parce que ici il y a des filetages et dans la pièce 3, obligatoirement, on doit y avoir des taraudages parce que le filetage ne se montre que sur une pièce qui est taraudée. Donc, on a une pièce qui est, ou bien une liaison qui est hélicoïdale. Donc, cette liaison hélicoïdale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement de rotation et de translation se fait en même temps. Ou bien, ce sont des mouvements conjugués. Donc, la vis de manœuvre
fait le mouvement de rotation par l'intermédiaire d'un bras. Donc le bras, si on fait tourner le bras, on aura un mouvement de rotation de la vis 2, ce qui entraîne notre mort mobile à se déplacer pour serrer la pièce entre les deux morts fixes et mobiles. Donc, comment ce vis de manœuvre peut entraîner ce bras, ou bien pardon, ce mort mobile en mouvement de translation? On observe bien qu'ici, il y a une liaison hélicoïdale. Donc, la liaison hélicoïdale, on dit que le mouvement de translation ou de rotation se feront autour de cet axe. Donc, si on appelle cet axe X, donc on aura un mouvement de translation suivant l'axe X et un mouvement de rotation autour de l'axe X. Donc, une fois on aura le mouvement de rotation de 2, on observe que la vis de manœuvre peut se déplacer en mouvement de translation pour permettre l'obtention de notre fonction désirée. Donc, la vis fait le mouvement de rotation et le mouvement de translation en même temps. Par contre, l'écran il est fixe avec l'élément qui est immobile. Donc, les deux mouvements translation-rotation se fait par notre vis de manœuvre. Donc, voilà le premier cas de notre transformation de mouvement avec vis écran. Donc, la troisième, on termine les classes d'équivalence. Donc, la troisième classe d'équivalence, c'est quoi? C'est le bras de levier. Ensuite, la quatrième, c'est le mort qui est mobile. Donc, le mort 5 mobile avec la plaque de tirage 6. C'est bien. Ils sont montés avec la vis à tête cylindrique hexagone trou 14. Voilà la représentation de l'axe de montage, ou bien l'axe d'assemblage de 5 avec 6. Ensuite, on a une pièce ici 7 qui est fixe avec 5 par l'intermédiaire d'un vis cylindrique hexagonal 13. Pourquoi? Pour assurer que cette pièce peut faire un mouvement de translation par rapport au corps. Ensuite, on a une pièce 4. C'est la pièce qui nous permet de garantir l'obtention des liaisons pivots entre la vis et le mort mobile. Donc ici, on aura un mouvement de rotation automatiquement, donc et liaison pivot. Pour faire un petit rappel, donc la liaison entre le bras levier avec la vis, c'était liaison pivot glissant. La liaison entre deux vis de manœuvre et l'écrocadre, c'était liaison hélicoïdale. La liaison entre la vis de manœuvre et le mort mobile, c'était liaison pivot. La liaison entre le mort mobile avec le corps, c'était liaison glissière. C'est bien. Donc, on a compris d'après cet exercice, ou bien ce système, que le système vis-écrou qui nous intéresse, dans ce système, que le système vis-écrou peut générer une transformation de mouvement assurée dans cet exercice par la vis qui fait le mouvement de translation et aussi le mouvement de rotation en même temps. Par contre, l'écrou il est fixe. Donc on passe à un autre exemple. Donc la borne de calage. Voilà le dessin en perspective qui est coupé ici et le dessin d'ensemble. Il représente une borne de calage. La rotation de l'écrou 2 provoque la translation de l'axe vis 3. C'est bon, donc c'est un axe. Donc on comprend bien que la rotation, c'est l'entrée, la rotation se fait par l'écrou 2 à l'aide d'un levier 5, provoque la translation de 3. Donc la translation se fait par le vis. Donc toujours, on cherche à élaborer les classes d'équivalence et on colorer les classes d'équivalence. Donc la première pièce à colorer toujours, c'est la pièce de support, ou bien encore c'est le 1. Donc le 1 il est fixe. Donc la première pièce qui est en contact avec 1 c'est 3. Donc 3 c'est une forme cylindrique. Donc le contact entre 1 et 3 se fait selon des formes qui sont cylindriques. Vous voyez bien dans la perspective que c'est une forme cylindrique. Et aussi dans le dessin, on a un axe. Donc c'est un axe de révolution. Donc c'est une surface cylindrique. Donc la liaison entre 3 et 1, soit c'est une liaison de translation, ou bien pivot glissant. Pourquoi? Parce que on génère bien la liaison, ou bien on obtient la liaison selon la forme de surface. Vous voyez bien ici qu'on a un vis à téton long. Un vis à téton long, 4, qui peut
Donc, c'est un vis de guidage. Donc, voilà la rainure dans l'arbre ou dans l'axe 3. Donc, c'est un vis qui permet le guidage de cet arbre par rapport à 1. Donc, 3, il ne peut faire que le mouvement de translation par rapport à 1. Pourquoi? Parce que la vis 4 génère le mouvement de translation ou bien guide l'axe au mouvement de translation par rapport à 1. Donc, il ne reste que la pièce 2. Donc, la pièce 2, c'est un écrou. Donc, voilà le filetage. Donc, filetage d'arrosage, donc c'est liaison liquidale. Une fois on fait la rotation de 2, la rotation de 2 provoque la translation de 3. Mais faites attention selon le sens de filet de cet écrou ou bien de ce filetage entre la vis selon le sens de filet de la liaison liquidale filetage d'arrosage. Le bras de commande 5, c'est lui qui permet de faire tourner l'écrou 2. Donc c'est bon. Donc vous voyez bien dans cet exemple que la liaison hélicoïdale entre 2 et 3 peut générer une transformation de mouvement. Donc la rotation de l'écrou provoque la translation de la vis. Par contre, dans le premier exercice qu'on a vu, on trouve que la vis fait le mouvement de rotation et aussi le mouvement de translation en même temps. Donc, à ce point, on trouve que la liaison hélicoïdale peut générer des différentes transformations de mouvement entre l'écrou et la vis selon les mouvements associés à chaque élément. Donc, cela, on va le voir tout simplement dans des exemples sous forme de vidéo. Attention bien, selon des vidéos, je vais remplir ce tableau. Pour bien comprendre ce tableau, on a les mouvements associés à la vis et les mouvements qui sont associés à l'écrou. Donc, rotation de la vis, translation de la vis, rotation de la vis, translation de la vis, rotation de l'écrou, translation de l'écrou. C'est bon. Parce que la liaison hélicoïdale peut générer que deux mouvements possibles, rotation et translation. Mais ces deux mouvements peuvent être effectués par un élément lui-même ou bien sera distribué entre les deux éléments, la vis et l'écrou. Donc, attention. Si la RV, la rotation de la vis barre, donc il ne peut pas faire la rotation. Translation de la vis barre, donc il ne peut pas faire la translation. Rotation non, mais peut faire la translation. Rotation, translation sont assurées ou bien réalisées par la vis, ainsi de suite. Donc, juste une description de mouvement entre la vis et l'écrou. Donc, on passe au premier exemple. Voilà, observez bien. Attention. Voilà l'écrou et voilà la vis. Vous voyez bien dans cet exemple que l'écrou peut faire le mouvement de rotation et aussi de translation. Par contre, la vis, il est fixe. Donc, le premier cas de fonctionnement possible d'un système vis-écrou, on le cherche dans ce tableau. Donc, attention, c'est la vis. Donc, la vis, il ne peut faire ni translation ni rotation. Par contre, l'écrou peut les faire en même temps. Donc, vous voyez bien, pour la vis, aucun mouvement, ni rotation ni translation. Et pour l'écrou, rotation et translation. Donc, voilà la première exemple. Pour la deuxième exemple, donc voilà. Donc, la rotation se fait par la vis et aussi la translation. Donc, l'écrou, il est fixe par cet élément qu'on a utilisé. Donc, rotation, translation se fait par la vis. L'écrou ne peut faire ni rotation ni translation. Donc, voilà le deuxième cas de fonctionnement possible d'un système vis-écrou. Troisième cas, donc voilà, la vis fait un mouvement de translation et l'écrou fait le mouvement de rotation. Donc, on le cherche dans ce tableau. Donc, vis, translation. Donc, voilà la vis. Donc, voilà, translation. Et l'écrou fait le mouvement de rotation. Donc, voilà le mouvement de rotation de l'écrou. Donc, c'est bon. Pour la quatrième exemple et la dernière, donc, l'écrou faire le mouvement de translation et la vis faire le mouvement de rotation. Donc, vous voyez bien la rotation de la vis et la translation de l'écrou. Donc, on a réalisé notre transformation de mouvement. Donc, pour conclure,
on comprend bien que le système V-synchro peut être utilisé pour transformer le mouvement de rotation en translation. Donc, selon trois cas de fonctionnement possibles. Soit les deux mouvements seront effectués par un élément lui-même, soit dans cet exemple par l'écrou, ou bien par la vis, ou bien les deux mouvements seront distribués, ou bien effectués par les deux éléments, soit rotation par la vis et translation de l'écrou, ou bien translation de la vis et rotation de l'écrou. Donc, je vais essayer de dessiner ces mouvements selon des schémas cinématiques. On utilise toujours le même tableau. Donc, voilà notre schéma. Vous voyez bien la vis, il est fixe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écran qui est en bleu fait le mouvement de rotation et aussi le mouvement de translation. Donc, voilà, rotation, translation de l'écran et aucun mouvement de la vis. Donc, la deuxième exemple, l'écran, il est fixe. Donc, les deux mouvements se feront par la vis. Donc voilà les deux mouvements par la vis. Donc cette case. C'est bon. Pour la troisième exemple, bien fonctionnement, vous voyez bien ici, on a quoi? On a une pièce qui est en liaison pivot par rapport à un battu. Donc voilà, c'est quoi? Donc voilà l'écrou. Pourquoi l'écrou? Parce que ici on a une liaison hélicoïdale. Donc l'écrou, elle peut faire la rotation. Par contre, la vis, vous voyez la vis en mauve, fait le mouvement de translation par rapport à un battu. Donc les deux mouvements, on a obtenu notre deux mouvements, rotation-translation. La rotation de l'écrou et la translation de la vis. La quatrième et la dernière, donc, vous voyez bien ici, voilà la vis. Elle peut faire le mouvement de rotation autour d'un battu en liaison hélicoïdale avec l'écrou. Donc, l'écrou dans ce point, il va faire que le mouvement de translation. Donc, le quatrième cas de notre fonctionnement. C'est bon. Donc, à ce point, nous pouvons comprendre le fonctionnement d'un vis-écrou. Donc, c'est un système qui permet de transformer le mouvement de rotation qui est continu ou un mouvement de translation rectiligne en combinant les mouvements d'un vis et d'un écrou. Donc, le mouvement d'entrée, c'est un mouvement de rotation continu et la sortie, c'est un mouvement de translation qui est rectiligne. C'est bon. Donc, pour étudier la loi d'entrée-sortie de notre système, si la vis fait un tour en bien l'écrou, on aura un déplacement d'un pas. Donc, un tour provoque un déplacement d'un pas. Donc, par exemple, ici, un tour de la vis, un tour provoque le déplacement de l'écrou d'un pas. Par contre, si on fait un tour, donc le déplacement, L, sera calculé comment? Donc la règle de 3, donc L fois 1 est égal à N fois P, donc L est égal à N fois le pas. Donc là, le déplacement est égal à N fois le pas. N, c'est un nombre entier sans unité. Le pas, il est en millimètres. Automatiquement, le déplacement sera en millimètres. Si notre système Vécicro fait un angle, par exemple, donc un angle θ en radian, donc le déplacement sera θ en radian divisé sur 2p fois le pas. Si θ il est en degrés, donc θ divisé sur 360 fois le pas. C'est presque les mêmes équations d'un système Pignon-Crémaillère. Tel que le déplacement dans un système Pignon-Crémaillère est égal à n fois p fois d. Et le déplacement, c'est θ en radian, donc L est égal à θ divisé sur 2p fois p sur d. Donc, est égal à θ fois r, ainsi de suite. Donc, toujours les unités, c'est en millimètres. Si on cherche à calculer la vitesse de déplacement, donc V est égal à quoi? N fois le pas. C'est quoi N? C'est la fréquence de rotation en tours par seconde. Si N est en tours par minute, on est obligé de diviser cette relation sur 60. Donc, en fonction de oméga, la vitesse angulaire, on fait une simple modification. On sait bien que oméga est égal à 2p fois n sur 60, donc il le remplace. Donc, on trouve quoi? On trouve que oméga est égal à 2p. Où est 60 ici? Parce que n il est en tours par seconde, donc automatiquement, on n'est pas obligé de convertir le tour par seconde en minutes, ou bien le tour par minute en seconde. Donc, voilà notre loi d'entrée-sortie.
On passe maintenant quelques exemples. Ah bien, pardon. Donc, pour la réversibilité du système, on sait bien que ce système il est réversible, mais en respectant une condition. La condition, c'est que l'angle phi doit être inférieur à bêta, et bêta doit être inférieur à pi demi moins phi. Phi, c'est quoi? C'est l'angle de frottement, donc tangente de phi est égal à f, le coefficient de frottement, et bêta, c'est l'angle d'hélice. Si cette condition est vraie, donc le système V-Synchro devient un système réversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la translation peut provoquer la rotation. Donc pour les avantages, ce mécanisme permet d'exercer des forces et des pressions qui sont importantes. Il permet aussi des ajustements qui sont précis. Les inconvénients nécessitent la lubrification, génère beaucoup de frottement, fragilité, ou bien sa fragilité qui peut entraîner des problèmes de guidage. Le système il est lent à moins d'avoir un pas de vis importante. C'est bon. Donc au niveau de déplacement, il est très lent. Pourquoi? Parce que le pas de la vis, il est très faible, donc il faut le rendre important. Le rendement de ces systèmes généralement est faible, de l'ordre de 50%, mais peut être amélioré en utilisant un système V-Synchro à billes. Ce système V-Synchro à billes, c'est l'exemple qu'on utilise dans les systèmes des machines à commande numérique par exemple. Pourquoi? Parce que l'obtention de guidage ou bien la liaison est obtenue par un système V-Synchro à billes. Et il est très bon, il est très important et son rendement peut aller jusqu'à 98%. Voilà un exemple de fonctionnement d'un système V-Synchro. Donc on intercale entre la vis et l'écrou des éléments roulants, ce sont des billes, qui facilitent le déplacement de la vis ou bien de l'écrou et garantit l'obtention d'un rendement très important dans ce niveau. Donc voilà ce qui concerne notre mécanisme vis-écrou ou bien notre système de transformation vis-écrou. J'espère que vous allez bien compris notre exercice, notre leçon et à la prochaine fois, Inch'Allah.